On représente la jeunesse. Il y en a plusieurs en fait implantés à Blois. Il y a par exemple l'espace Quinière, l'espace Charcot, il y a l'espace Semprin par exemple. Oui. En fait, on fait chacun partie de ces structures-là et voilà. Ça m'intéresse de découvrir ce qui se fait en France, comment la jeunesse s'organise en dehors, je dirais, des espaces politiques et des partis politiques. Je vous dis ça parce que au Canada, j'ai créé une fondation qui travaille avec au moins 700 associations de jeunes à travers le pays, jusque dans l'Arctique, parce que le Canada est très vaste. Et on travaille beaucoup avec ces jeunes qui utilisent l'art et la culture comme moyen d'expression pour un changement social et sur des problématiques qui ont un impact soit sur ces jeunes eux-mêmes ou sur, je dirais, leur collectivité. Et c'est formidable de voir tout ce qu'on peut réaliser par l'art et avec l'art. Et comment ça devient un outil formidable de changement. Donc, je suis en France depuis 2 ans seulement, lorsque j'ai été élue secrétaire générale de la francophonie. Et dans la francophonie, j'amène des initiatives qui engagent la parole des jeunes, c'est-à-dire les solutions qui viennent des jeunes eux-mêmes, pas pour d'eux-mêmes, mais dès à présent. Le regard que vous posez sur les choses, comment vous vous organisez. Et je tenais à vous dire que j'ai lancé récemment une initiative qui s'appelle Libre Ensemble et qui en ce moment est en train de rejoindre mais vraiment des centaines de milliers de jeunes à travers l'espace francophone, partout sur les 5 continents. Et c'est vraiment très très excitant de voir les jeunes répondre avec autant d'enthousiasme. Bah justement, nous on venait vous poser la question justement qu'est-ce que c'est que ce projet Libre Ensemble, parce qu'on en a entendu vaguement parler ici, mais alors je dirais que il est né de l'urgence. Libre Ensemble, cette initiative est née de l'urgence, beaucoup au lendemain de ce choc terrible qu'on a connu à Paris le 13 novembre. Je veux témoigner de ce qui s'est passé exactement. Ma fille qui a 17 ans aujourd'hui, à l'époque elle en avait 16, elle était non loin des quartiers qui ont été ciblés avec des amis et ça l'a beaucoup choquée, ça l'a beaucoup traumatisée. Et le lendemain, lorsqu'on en a discuté ensemble, elle m'a dit maman, il y a une chose, il faut faire comprendre à tous ceux qui font la promotion de discours de haine, tous. Vous savez que le discours de haine n'est pas le monopole uniquement de certains. On le sent reprendre racine, ce discours. Elle dit, et tous ceux qui pratiquent la destruction, il faut leur faire comprendre que c'est une cause perdue. Et je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, parce que nous sommes beaucoup plus nombreux encore sur la planète, nous sommes des centaines de millions, nous sommes même peut-être des milliards à voir le monde autrement. À voir le monde autrement, à ne pas être dans la haine, à être davantage dans, au contraire, la rencontre de l'un avec l'autre, le dialogue, l'ouverture sur le monde, la diversité comme une richesse, et c'est ça. Et elle dit, mais ça, il faut le montrer, il faut le faire comprendre, il faut le faire entendre. Et elle dit, nous, les jeunes, nous avons la force du nombre. Ah, je me dis, comme c'est intéressant. Parce que je commençais déjà à réfléchir, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement, il n'y ait pas d'amalgame? Jeunesse égale problème. Plutôt que jeunesse, c'est plutôt, je trouve, c'est une force pour avancer. Toutes les révolutions dans le monde ont été portées par des jeunes, ça il faut le savoir. Alors on a décidé d'aller sur la toile, sur les réseaux sociaux, d'ouvrir une plateforme libre, ensemble, plutôt que de dire campagne de lutte contre la radicalisation, un truc. Non, on a dit, qu'est-ce qui est le plus cher à la vie, hein, pour soi, quand on a 17 ans, quand on a 20 ans, et ça nous accompagne, moi ça m'accompagne encore, que la liberté. La liberté, c'est fondamental. Et si on dit libre au pluriel, c'est pas que sa propre liberté à soi, c'est vraiment, c'est libre, nous tous et ensemble. Alors, on lance ça sur les réseaux sociaux, et en très peu de temps, de tout l'espace francophone, on touche 2 millions de personnes, en français.
avec un clip, tout simplement, qu'on a tourné à Dakar, à Paris, à Marseille, à Montréal, à Ottawa, à Casa, à Molenbeek. Des jeunes parlant de leur attachement profond à ces valeurs de respect de l'autre, de liberté de parole, liberté d'être, pour construire, pour faire, pour avancer. Et ils répondaient en si grand nombre. Ça, c'était formidable. Là maintenant, Libre Ensemble a atteint 3 millions d'internautes. Et on l'amène sur le terrain. Libre Ensemble s'est tenu, il y a eu une activité Libre Ensemble à Dakar avec les jeunes Sénégalais. Ils ont lancé le rendez-vous, 5 millions de personnes, de jeunes de tout l'espace francophone ont répondu. Donc c'est ça. Au fait, je pense que c'est la possibilité pour les jeunes, d'une part, de créer du lien, de parler de leurs initiatives, comme les vôtres, leurs initiatives citoyennes, de parler même de leurs projets d'entrepreneuriat. Il y a des jeunes entrepreneurs qui déposent des projets, qui les présentent sur la plateforme. C'est une façon d'engager le dialogue, le partenariat et de créer ensemble. Et ça, je pense que c'est très fort. Il ne faut pas sous-estimer ce que ça représente comme force. C'est la force du nombre. La force du nombre pour dire tous ensemble, écoutez, ça, pour nous, la liberté, le respect les uns des autres et faire ensemble les uns avec les autres, c'est pas négociable. Pour nous, c'est important. Et c'est une formidable aventure. D'accord. Alors sur cette plateforme, les jeunes postent aussi des vidéos, c'est-à-dire où est-ce que, soit par le slam, la poésie urbaine, les spoken words, tout est possible. Un graffiti que l'on a fait, une position que l'on veut partager, une initiative que l'on mène. Et ce qui est formidable, c'est de voir comment les jeunes se répondent entre eux. Vous postez quelque chose sur la plateforme et vous aurez d'autres jeunes vous répondant en disant « Tiens, moi aussi je pense ça, moi aussi je fais ça », et ça crée du lien. On n'est plus sur un petit espace clos. Je pense que maintenant, vous aimez réseauter. Le réseautage, c'est important. Et en plus, moi, ce que j'aimerais, c'est que là où vous êtes, que vous puissiez aussi tenir des activités libres ensemble et y mettre du vôtre pour partager. On est un peu intimidé. En tant que présidente justement du festival, le thème partir, en fait, qu'est-ce que ça vous évoque, vous ? Pour moi, partir, c'est chargé comme thème. C'est un mot tout simple, partir. Et partir, ça peut être, oui, l'aventure. Ça peut être aller vers d'autres horizons, vivre quelque chose de très bien, aller à la découverte, la curiosité. Mais pour tant de gens aujourd'hui dans le monde, des millions de gens, plus que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est un enfer. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à le vivre aussi. J'ai dû, enfant, avec ma famille, et comme des milliers d'autres familles, fuir un régime dictatorial extrêmement brutal. C'était sous le régime de François Duvalier, qu'on surnommait Papadoc. C'était vraiment sauve qui peut. C'était partir pour ne pas mourir. Et en même temps, un régime d'une telle corruption qu'il a généré non seulement de l'insécurité par la répression, par la violence, mais il a généré aussi de la pauvreté extrême. C'est pourquoi moi je ne fais pas de différence entre réfugiés politiques et migrants économiques. Souvent ce sont les mêmes circonstances qui produisent les deux. Ce sont des inégalités, c'est le sentiment d'un avenir bouché, le sentiment d'impasse, c'est le manque d'opportunités, de possibilités. Donc moi je trouve qu'il faut pouvoir s'associer à ce que cela représente comme épreuve. Vous savez, être dépossédé. Moi j'ai vécu ça, partir sans plus rien. Arriver ailleurs, heureusement, merci, trouver une terre d'accueil, mais devoir se reconstruire, devoir renaître à soi-même, devoir repartir de rien. Moi, je me souviens de moments où ma sœur, ma mère et moi, nous habitions dans un tout petit, je veux dire, une pièce et demie, dans un sous-sol, et parfois ma mère devait appeler à l'école en disant « nourrissez mes enfants », parce que on avait quoi... on vivait au Canada, donc on parle en cents. On avait 25 cents à la fin de la semaine. C'est-à-dire un quart de dollar, quoi. C'était terrible. Vous êtes parti à quel âge ? Alors j'avais 11 ans. Mais ce qu'on a trouvé au Canada, je dois le dire,
le souvenir que je garde, c'est un accueil extraordinaire. C'est-à-dire que je ne vous dis pas que c'est l'Eldorado. Au Canada, on connaît aussi des difficultés, mais lorsque l'on vit une difficulté face à un problème, que ce soit le racisme, la discrimination, la pauvreté, l'exclusion, ça devient l'affaire de tout le monde. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. On trouve toujours, il y a un mouvement associatif qui est très très fort, et de toutes les générations. Il y a des recours aussi. Mais je sais que par exemple, à l'école, chaque professeur, parce que dans nos classes au Canada, vous verrez, l'école est un lieu extrêmement cosmopolite. Nous venons de partout. Le Canada est une terre d'accueil. Et il ne viendrait pas à l'esprit d'un professeur de voir un enfant nouvellement arrivé, de ne pas l'aider à se sortir de cette difficulté, de ces traumatismes. Je sais que c'est un professeur, par exemple, qui a su m'aider à exorciser des cauchemars que je portais encore. Mon père a été torturé, j'ai vu des exécutions publiques, j'ai vu des disparitions, j'ai vu des violences atroces. Mais on n'est jamais tout seul, quoi. Et donc cet humanisme-là, il est important. Et ce que je trouve, ce qui attire mon attention beaucoup sur ce que vit l'Europe en ce moment, avec cette espèce de frilosité face à ces vagues de migrants, de réfugiés arrivant, c'est comme si on avait perdu la mémoire. Il faut pouvoir se dire, ça a déjà été moi, ça pourrait être moi, ça a été mon grand-père, ça a été ma grand-mère. Nous aussi, on a vécu dans notre histoire des moments où on a dû prendre la fuite, on a dû fuir les bombes, on s'est retrouvé sur des routes, on s'est retrouvé dans l'insécurité, on a dû se reconstruire et repartir à zéro. Qu'on se souvienne de ça. C'est l'indifférence, vous savez, qui est le pire fléau dans le monde aujourd'hui. C'est de ne plus savoir s'associer à l'autre, à son histoire, à ce qu'il vit, à ce qu'il doit traverser, à son courage également. Son courage pour affronter l'adversité. Donc voilà, je viens ici pour témoigner de cela, comme je l'ai fait il y a quelques jours à l'Assemblée générale des Nations unies, où le thème portait justement sur crise migratoire, migrants, réfugiés, comment rétablir des liens et comment penser des politiques qui sont résolument des politiques d'accueil et en même temps agir sur les raisons qui font que des gens prennent ce type de risque. C'est-à-dire que moi je pense que oui, il y a d'une part savoir accueillir, mais d'autre part, il y a aussi une responsabilité de créer des conditions dans les pays de départ qui permettent aux gens de mieux vivre et de ne pas avoir à fuir et à s'exposer à des situations qui les mettent à ce point en danger. Des gens meurent dans le désert en ce moment. Des gens meurent sur des embarcations que je n'appelle pas de fortune, mais d'infortune en mer Méditerranée et ailleurs aussi dans le monde. Donc, par exemple, la francophonie qui regroupe dans son espace à la fois des pays de départ, des pays de transit, des pays de destination, des pays d'accueil. Notre position est la suivante. Il faut investir dans les pays de départ. Il faut absolument faire en sorte d'investir davantage dans les initiatives économiques des jeunes et des femmes. Toutes les recherches le disent. Toutes les enquêtes le prouvent. Quand on investit dans les initiatives économiques des jeunes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs, ça crée des moteurs de croissance, ça crée une augmentation du produit intérieur brut. Donc ça crée de la prospérité. Donc soyons intelligents. Investissons dans ces forces vives que vous représentez, vous les jeunes, et qui êtes, je ne sais pas moi, des forces de création, d'innovation, vous avez de l'audace, investissons dans l'éducation, investissons dans la formation professionnelle. Il faut créer de la richesse. Parce qu'à ce moment-là, on partira, mais pas parce qu'on y est forcé. On partira pour aller tranquille, comme beaucoup d'autres sur la Terre peuvent le faire. Aller, oui, découvrir, jouir du lieu, du dépaysement et tout ça, mais pas parce qu'on y est forcé. Pas parce qu'on y est forcé. Investir aussi dans la démocratisation. Parce que souvent, c'est la malgouvernance aussi qui force des gens à fuir. Et ça, c'est un drame. C'est vraiment un drame. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de changer
Les populations changent, elles sont beaucoup plus vigilantes, elles sont beaucoup plus engagées. La jeunesse aussi est beaucoup plus engagée. Ouais. Une autre question? Ouais, la durée de votre mandat. On se demandait tous combien de temps vous seriez encore. Secrétaire général de Voilà, la c'est francophonie, 4 ans. Mm. Enfin, la durée du mandat est de 4 ans. Il est renouvelable. Si les chefs d'État et de gouvernement membres de cette organisation en décident, évidemment. Je suis la première femme à porter cette responsabilité. Et ce qui est, je pense, assez formidable pour moi que d'agir dans cette fonction, c'est que je suis à la fois de deux sensibilités. Je suis du Sud et je suis aussi du Nord. Ça, c'est important. C'est-à-dire quand je me retrouve face aux pays du Sud, je sais ce qu'on vit. Je sais ce que sont les conditions de ces pays moins avancés, ces pays très fragiles, ces pays en développement, quelques-uns en émergence. Et puis je sais aussi quels sont les atouts des pays du Nord. Et ce qui me permet, alors qu'au cœur de mon mandat, il y a un élément très important, c'est un accent mis sur une stratégie économique pour la francophonie. Je sais aussi tout ce que ça représente comme potentialité, cet espace-là. Avec cette langue que nous avons en partage, n'oubliez pas, hein, la langue française, c'est la 3e langue des affaires. Et moi, je n'ai rien contre le commerce. Je trouve que les peuples se sont rencontrés dans l'histoire de l'humanité en commerçant, à travers le commerce. Donc là, bientôt, par exemple, je pars lundi dans la région de l'Asie, du sud-est de la francophonie. Donc je vais au Vietnam, je vais au Cambodge, je vais au Laos. Et dès lors que l'on avance avec une stratégie économique, ces pays-là sont beaucoup plus motivés maintenant à se réengager dans l'espace francophone. Les pays africains, le continent africain est en train de connaître un essor particulier. Les défis sont certes là, lourds, nombreux, mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a un continent qui croit en lui-même. Il y a un dynamisme extraordinaire. Et pensez-y, nous sommes aussi des Amériques. La francophonie, c'est aussi même des pays d'Amérique latine hein, qui rejoignent l'espace francophone parce que c'est un espace de possibilités et d'opportunités. Donc le Mexique est entré dans la francophonie en 2014, l'Uruguay y est, le Costa Rica, l'Argentine a déposé un dossier. C'est très intéressant. Ça représente quoi alors, si beaucoup de pays viennent dans la francophonie? Ça veut dire un espace encore plus vaste. Nous sommes déjà sur les 5 continents. Nous avons une trentaine de pays africains, de nombreux pays européens, dont 17 qui font partie de l'Union européenne, des pays des Amériques, des pays d'Asie, des pays de l'océan Indien. Donc ce sont autant de peuples qui se rencontrent et autant de peuples qui ont envie de faire ensemble et d'avancer ensemble, avec toute la singularité et toute la diversité de leur trait de civilisation, de culture, de langue. Et nous, dans la francophonie, on ne se bat pas uniquement pour une langue, pour la langue française, on se bat pour le multilinguisme. Parce qu'on pense que une situation d'uniformisation où c'est une langue qui domine et c'est un déficit pour le monde. Ça veut dire qu'on a moins de perspectives, il y a moins de possibilités de participation aussi pour les peuples dans le respect de l'intégrité de leur langue. Vous êtes d'Haïti, c'est ça? Moi, je suis d'Haïti. Et Haïti, c'est francophone? Oui. Et il y a une partie anglaise aussi, non? Non, au fait, Haïti partage une île qui autrefois s'appelait Quisqueya. Quisqueya, qui est donc les premiers peuples, les peuples Arawak, Caribé et Taïno. Les peuples indigènes nommaient cette île Quisqueya. Et par le fait de l'histoire, une partie de l'île maintenant est occupée par la République dominicaine, Santo Domingo, dont la langue est l'espagnol, mais qui fait partie aussi de la francophonie. Et puis Haïti. Haïti, c'est un lieu d'une histoire très très forte, d'une histoire de résistance. C'est d'Haïti qu'est parti le mouvement pour l'abolition de l'esclavage. Haïti, avec la révolution haïtienne, a défié un système qui était mis en place depuis 400 ans, un système économique
qui prenait appui sur la traite et l'esclavagisme. Et ce tout petit peuple, mais en même temps grand par son courage, avec les révoltes dans les plantations de cette colonie française qui à l'époque s'appelait Saint-Domingue, qui s'est révoltée, a décidé de reconquérir ses droits et a proclamé la première république noire de l'humanité, qui est devenue la République d'Haïti. Mais la chose la plus extraordinaire venant d'Haïti, et quand on aime beaucoup en parler quand on est de là-bas, c'est de voir comment c'est Haïti qui, malgré l'embargo qu'on lui a imposé du fait de sa rébellion et du fait de sa décision de s'affranchir de l'esclavage, c'est Haïti qui, malgré tout, avec ses maigres ressources, a financé toutes les expéditions de Simon Bolivar, qui, lui, va libérer les colonies espagnoles et portugaises du joug de ces empires. Et le premier président de la République d'Haïti, Alexandre Pétion, reçoit et donne asile, on parle de partir, donne asile à Simon Bolivar, et lui dit « Je financerai toutes tes expéditions, mais à une condition, c'est que tu abolisses partout l'esclavage et que tu libères partout les esclaves. » Vous vous rendez compte? Ça veut dire que, imaginez, c'est défier, pas en se disant, c'est pas grave, il n'y a pas de petite idée, il n'y a pas de petit idéal, il n'y a pas de petit peuple. On peut décider sur des principes, sur des valeurs, de défier même Goliath. Et effectivement, c'est comme ça que sont nés tous ces pays d'Amérique latine que vous connaissez aujourd'hui. La Colombie, le Venezuela, le Guatemala. Et ces pays-là ont une affection pour Haïti très grande en raison de cet épisode de l'histoire. Et un jour, je vais vous confier une dernière chose. Je me rends aux États-Unis et je vais à une institution qui s'appelle la Smithsonian, qui est l'équivalent d'un vaste ministère, pas un ministère de la culture, mais une vaste fondation, parce qu'il n'y a pas de ministère de la culture aux États-Unis, mais une fondation culturelle aux États-Unis, avec de très grandes collections. Et je vais là parce que, à la fin de mon mandat de gouverneur général du Canada, je décide, c'était en 2010, il y a eu le tremblement de terre en Haïti, et je décide de m'engager comme envoyé spécial de l'UNESCO pour soutenir les efforts de reconstruction d'Haïti. Alors, je vais à la Smithsonian, je suis reçue par le président de la Smithsonian, et il me dit, nous aurons notre rencontre dans cette salle et pas une autre. Et je dis, mais pourquoi? Il m'a dit, on va vous expliquer. Et une fois qu'on entre dans la salle, il me dit, vous allez vous asseoir dans ce fauteuil et pas un autre. Et je dis, mais pourquoi? Il me dit, on va vous le dire maintenant. Dans ce fauteuil s'asseyait Abraham Lincoln lorsqu'il recevait ses conseillers. Et un jour, l'un de ses conseillers est venu le voir et lui a dit, Monsieur le Président, vous êtes le père de cette grande nation qui est la nôtre, les États-Unis d'Amérique. Mais il y a une chose que vous n'avez pas faite et que le père d'une toute petite nation, c'est comme ça qu'il l'a dit, a réussi. Et il dit, mais qu'est-ce donc, quelle nation et qui donc? Alors il lui dit, il s'appelle Toussaint Louverture. Il est l'un des pères fondateurs de la République d'Haïti. Haïti, Louverture. Oui, qu'est-ce qu'il a fait que je n'aurais pas fait? Il a fondé cette nation sur l'abolition de l'esclavage. On ne l'avait pas encore fait. Et le président de la Smithsonian me dit, c'est pour ça qu'on sera toujours aux côtés d'Haïti. Parce que c'est à partir de cette conversation qu'Abraham Lincoln commence à réfléchir sérieusement à la nécessité, au nom d'un humanisme, d'abolir l'esclavage. Donc vous voyez, c'est venu de ce qu'on pourrait appeler un tout petit peuple, mais il n'y a pas de petit peuple, d'un tout petit pays, une toute petite nation, mais il n'y a pas de petit pays, de petite nation, porteur d'une idée fabuleuse qui allait d'emblée établir un autre paradigme pour le monde et dans nos rapports les uns aux autres. C'est quand même génial, non? Merci beaucoup à vous. Merci. Donc dites-vous une chose, quand vous avez une idée, il n'y a jamais de petite idée. D'accord. C'est vrai. Allez-y à fond. On doit avoir ce rôle d'haïtien, de petit peuple, c'est ça.